Je suis d'accord avec toi, globalement. La marche à suivre a été assez simple. C'est juste qu'on a travaillé comme des fous, quoi. C'est-à-dire que ça a été du 60 heures au moins par semaine pendant 2 ans. C'est-à-dire que même les week-ends, pas de vacances, tout le temps, quoi. Bonjour, c'est François Allais et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle identité et de nouveaux formats qui devraient arriver dans les prochaines semaines sur serial-entrepreneur.fr. Pour vous raconter un peu le contexte de cet épisode, en mai dernier, j'ai rencontré Baptiste Jamin, le CEO et cofondateur de Crisp, une solution de chat permettant de gérer et faciliter la relation client. La solution, créée en 2015 par Baptiste Jamin et Valérian Saliou, possède aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs. Pas d'investisseurs, pas de financement bancaire, la startup a intégralement autofinancé son produit. Baptiste a 25 ans et a commencé à coder dès l'âge de 12 ans. D'un moteur de jeux vidéo à un système anti-spam, il s'est formé tout seul en créant des projets. C'est en 2015 qu'il commença à développer Crisp avec son ami Valérian. Dans cet épisode, on parle de ce qui l'a amené à entreprendre, de Crisp, de la création de produits, des erreurs qu'ils ont pu commettre, de comment passer de 0 à 100 000 utilisateurs et d'entrepreneuriat. Abonnez-vous à Serial Entrepreneur sur votre plateforme favorite de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à laisser une note. Suivez le média sur serial-entrepreneur.fr et sur les réseaux sociaux. Moi, je vous souhaite une excellente écoute et on se donne rendez-vous en octobre pour le prochain épisode. Bonjour Baptiste. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est normal. Pour ce podcast Serial Entrepreneur. Donc toi, actuellement, tu es le CEO et cofondateur de Crisp. C'est ça, exactement. On va en parler un peu plus tard. Mais là, maintenant, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ? Ça m'est tombé dessus. En fait, à la base, depuis que je suis tout petit, si tu veux, j'ai toujours aimé faire des trucs, construire des trucs en Lego, aller dans l'atelier à mon père, lui prendre des planches, couper des trucs, les assembler. J'ai toujours aimé ça. Et après, quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire des trucs plus évolués, comme où j'ai commencé à coder à 12 ans. Et puis après, petit à petit, quand tu codes, tu deviens à faire du web, etc. Et puis petit à petit, tu grandis et tu commences à créer des outils. Par exemple, à 18 ans, j'ai créé un système anti-spam qui était utilisé par 100 000 utilisateurs. À l'époque, tu vois, je n'aurais pas dit que je faisais une start-up ou de l'entrepreneuriat. J'ai juste fait un soft anti-spam et qui s'est avéré être utilisé par 100 000 users, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, moi, c'est plus des potes qui considéraient vraiment que l'entrepreneuriat était une discipline à part et qu'il y avait ceux qui faisaient des side projects et que faire un side project, c'était sympa, mais faire une boîte, c'était sympa aussi. Et moi, je n'avais pas du tout imaginé cette piste-là à la base, quoi. Aujourd'hui, c'est super à la mode d'être entrepreneur. Il y a 5-6 ans, moins, quoi. Et c'est comme ça que la voie s'est ouverte. Ouais, donc c'est venu naturellement, on va dire. Assez naturellement. Ouais. Je me suis pas levé un matin et je me suis dit je vais être entrepreneur. Ouais, c'est venu super progressivement. Ouais. Et donc la première chose que tu as créé, le premier projet que tu as créé, c'était quoi du coup ? Là, je parlais du système anti-spam juste avant, mais avant, j'ai une ribambelle de trucs qu'on foirait. Vas-y. J'ai commencé à faire des jeux vidéo, donc un moteur de jeux vidéo. Donc, en fait, quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à coder un moteur de jeux vidéo. C'était un petit truc open source. On était une dizaine à coder là-dessus. Ça a eu un certain impact. Un peu comme Unity, quoi. Ouais, mais échelle moindre. Unity fait par des boutonneux. On n'a pas cette prétention-là. Et puis, après, je te dis, un tas de projets que la plupart, je m'en souviens même plus, quoi. Aujourd'hui, t'as quel âge Aujourd'hui, j'ai 25 ans depuis 2 jours. Ok, très bien. Bon anniversaire. Merci. Et j'ai fait un hébergeur web. Plein de produits. Plein de produits. Après, mon premier produit qui a eu un vrai succès et de l'impact, c'était Randomail, qui m'a appris un tas de choses. Et c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Ok. Donc ça, c'était à quel âge ? À 18 ans.
Ok. Et donc 100 000 utilisateurs pour ce produit. Exactement, ouais. Et donc en termes de clients. Ah non, mais c'était pas des clients, hein, c'était des users. Ouais, Je t'ai dit, c'était pas une startup, c'était un truc fait Et qui était en gratuit. dans ma chambre d'étudiant. Ouais, gratuit, open bar, quoi. Ok. Et tu as fait l'école 42 aussi, j'ai vu ça. C'est ça. Où, au début, j'ai commencé une école d'ingé un peu parcours très classique. Ouais. École d'ingé en alternance chez Orange. Mhm. En fait, je suis un autodidacte de base, donc j'apprenais pas grand-chose. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que je parte. Puis je suis parti à 42, c'était très bien. Et ça t'a apporté quoi, du coup, 42 parce que c'est quand même. En fait, une le truc, école c'est qui que 42, est, j'y suis pas resté longtemps parce que T'es c'est un resté moment combien de aussi où j'ai commencé Crisp. Ok. Et Crisp, au début, c'était un petit projet encore. Ouais. Donc, je pouvais coder sur 42. Sauf qu'à un moment, ça commençait à complètement exploser. Je me suis dit, bon, on va arrêter les bêtises. Là, il faut arrêter l'école, quoi. Et Je dis pas que faire une école, c'est une bêtise, mais oui, bon, non, c'est clair. avoir un projet qui marche et rester Ouais. à l'école, c'est débile, quoi. Ouais, et puis même le fait aussi de se mettre 100% dessus pour le faire grossir rapidement, quoi. Ouais. Tu peux pas faire 10 000 choses à la fois. Non, ouais, t'as tout compris, ouais. Et donc, t'es resté combien de temps à 42 ? En fait, au début, j'ai vraiment fait le cursus 42, mais ça durait quoi, 3-4 mois. Ouais, ok. Et après, Chris a commencé à décoller. Et en fait, je me suis servi de 42 pour la connexion Internet. Ok, ils avaient une bonne fibre. Ouais, 2 fois 10 gigas, donc Ah oui, c'est c'est pas mal. Ouais. ça marchait très bien. Et c'était une bonne ambiance de travail. Donc au début, nous, on n'avait pas de bureau, on n'avait rien. Moi, je m'en servais de coworking, quoi. Ok. Utile. Donc parlons de Crisp maintenant. Allez, allons-y. Allez, dis-moi ce que c'est. Alors, Crisp, pour faire assez simple, c'est une plateforme de messagerie pour communiquer avec ses clients. Donc en gros, aujourd'hui, on se rend compte que petit à petit, les gens, ils n'ont plus envie de s'embêter à appeler une entreprise quand ils ont un problème. Ils préfèrent envoyer un chat ou passer par mail. Et nous, dans ce cadre-là, on a fait Crisp, qui permet très simplement aux entreprises de communiquer avec leurs clients. Donc, ils peuvent ajouter un chat sur leur site internet, recevoir des mails, c'est lié à Facebook Messenger, c'est lié à Twitter, ils peuvent faire du SMS et communiquer avec toutes ces plateformes-là depuis un seul endroit, Crisp. Ok. Et du coup, ce projet-là, tu l'as cofondé avec quelqu'un ? Ouais, avec Valérian Saliou, Ouais. qui est un développeur aussi que j'ai rencontré à l'époque en école d'ingénieur. Mhm. Et voilà, on a fait ça, on a commencé il y a 3 ans maintenant. Ok. Un peu plus de 3 ans même. Et au début, en fait, c'est lui qui a eu l'idée. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais sur un projet de start-up qui était bien foireux. C'était sur la pente très descendante où on savait que là, fallait tuer le projet. Et en fait, il s'avère que moi, avant, j'avais déjà fait aussi des messageries. Et donc, j'avais une expérience dans ce marché-là. Je travaille en alternance chez Orange, dans le domaine de la relation client, et je bossais sur Libon, qui est une app de chat. Et Valérian, il voulait faire Crisp, mais c'était trop gros pour lui. Il ne pouvait pas faire ça tout seul. Et donc, il est venu me voir, et je lui ai dit, go, on fait ça à 2. Et voilà, on a fait 50-50, on a commencé Crisp. Ok, donc 2 profils tech. Ouais, on a un peu de clone. Hein. Ouais. C'est quand même assez inhabituel. Enfin, généralement, il y a toujours, je sais pas, un profil tech, un profil plus market. Ouais, mais sales. non, mais c'est de la connerie, ça. La vérité, c'est que je pense que pour faire une boîte, il faut être pas complémentaire, mais c'est vachement plus sympa de se ressembler, quoi. Ouais, Parce qu'au début, on était 2 forces brutes de travail. On pouvait vraiment séparer les tâches et aller à fond. Encore aujourd'hui, ça simplifie vachement parce que quand on a un problème technique, très vite, on peut le solutionner parce qu'il n'y a pas besoin de parler pendant des heures. Ouais, ça va, j'ai compris. Les réunions de 2 heures inutiles. Non, mais ça n'existe pas de réunion chez nous. Hein. En fait, on fait que se slacker, quoi. Ouais, ok. Donc, vous utilisez Slack pour ouais, mais même à l'intérieur, moi je trouve que parler par messagerie, c'est même parfois plus rapide qu'une discussion. Bon, non, une certaine limite, mais
ça sert à rien de faire une réunion pendant 2 heures pour programmer la prochaine réunion. Ouais, non, c'est clair. Et ça a été quoi, du coup, les grandes étapes de CRISP? À quel moment vous vous êtes rendu compte déjà que le projet prenait de l'ampleur? Ah bah là, ça, tu t'en rends compte assez vite. En gros, au début, donc, j'ai pas précisé, mais CRISP, c'est une boîte qui est 100% bootstrappée. Donc, au début... Donc, c'est-à-dire bootstrappé pour les gens qui ne sauraient pas en fait, tu n'as pas d'investisseur, quoi. Ouais. C'est sur fonds propres, clairement. Ouais, exactement. Où il n'y a pas de banque, c'est juste CRISP, c'est nous, quoi. Et donc, au début, on a commencé CRISP en développant la plateforme. Au début, on a 10 users. Puis après, il y a un de nos users qui nous met sur Product Hunt. Et en fait, entre le moment où on a été sur Product Hunt et on a les 10 users, il y a commencé à avoir une lente progression où organiquement, il se passe un truc. Et donc là, après, on va être sur Product Hunt. Et donc là, ça commence à exploser. Et là, petit à petit, ça n'a jamais arrêté, quoi. Et au début, la plateforme, c'était complètement du freemium. Et ce qui nous a permis, nous, de comprendre quelles étaient les attentes des users. Et après, petit à petit, on a commencé à faire des fonctionnalités payantes. Et en fait, on s'est rendu compte aussi sur CRISP qu'il y avait une force de bouche à oreille incroyable. C'est-à-dire que nous, on a mis toute notre énergie à faire un produit qui fonctionnait bien, un logiciel qui était simple. Et les gens, je pense, ils ont apprécié ça. Ils ont apprécié notre approche, où on avait un pricing qui était assez innovant par rapport à toute notre concurrence. On a voulu faire un logiciel qui était autour des petites entreprises, avec un tarif fait pour eux, là où tous nos concurrents, eux, ils faisaient des gros logiciels faits plutôt ultra chers et faits pour les grands groupes. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, ça rencontrait un vrai succès parce qu'il manquait quelque chose. Et après, ouais, on est une grosse croissance, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de 1000 entreprises à aujourd'hui 100 000 en 2 ans. Et par exemple, en termes de serveurs, quand tu as plus de 100 000 utilisateurs, comment ça se passe Et c'est le truc le plus simple à gérer chez nous, je dirais, les serveurs, parce que depuis le début, en fait, on s'est dit, on est quasiment sûr, de toute façon, qu'il va y avoir beaucoup de gens. On faisait un modèle freemium, donc quand tu fais du freemium, il y a beaucoup de users. Aujourd'hui, on gère à peu près 80 millions de personnes qui passent sur nos serveurs par mois. Donc 80 millions de personnes, t'imagines, c'est un peu comme une infra, comme un opérateur de téléphone. Si on allait jusque-là, mais c'est gros quand même, dimensionné pour 100 000 personnes, à peu près, 100 millions de personnes. Donc, depuis le début, en fait, on a optimisé la plateforme et codé la plateforme pour qu'il y ait du scale. Et aujourd'hui, ça tourne avec 50 serveurs. Mais 50 serveurs pour à peu près 100 millions de personnes sur la plateforme par mois, c'est pas énorme. Enfin, puis c'est une solution, justement, comme tu dis, c'est ultra scalable. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, vous avez, 300, 400 000 utilisateurs, il n'y aurait pas grand-chose d'autre à faire en termes de... Ouais, si, mais en fait, on s'est toujours débrouillé en fait, pour optimiser les problèmes plutôt que de hacker plus de serveurs. C'est plus écolo aussi. On modifie un peu le code pour que ça tourne mieux. Et après, je pense qu'on a un dimensionnement serveur par rapport au nombre de personnes qui utilisent la plateforme par mois qui est dérisoire. Enfin, nous, par rapport à des SaaS concurrents, on a peut-être 30 fois moins de serveurs, quoi. Mais parce qu'on a tout optimisé. Et c'est voulu. C'est voulu que ça consomme peu et que ça tourne bien. Et en même temps, la contrainte en fait, qu'on avait, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 100 000 entreprises qui utilisent CRISP. Et la somme de ces entreprises offre un service à peu près 80 à 100 millions de personnes. Et en fait, ça veut dire que si toi, tu fais une entreprise et que chez toi, tu as 10 000 clients, moi, il faut que ces 10 000 clients, ils se connectent chez moi, les 10 000 clients. Oui, c'est ça. Donc, il faut tout bien dimensionner. Ouais, ok.
Donc vous avez une vraie. Vous avez tout géré tout seul ou vous avez fait appel justement à des, je sais pas, à des experts dans ce domaine On est des experts du domaine. Non, mais en fait, on aime bien aussi, Crisp, le do-it-yourself. Ouais. Tout ici est fait nous-mêmes. Même les sièges sur lesquels on est posé, on a été les mettre dans un camion et les chercher sur le bon coin. La déco des locaux dans lesquels on est en ce moment, tout a été imaginé par nous. Même les tables là-bas, on les a fait, on les a modifiées. Et je pense que c'est bien. On a toujours voulu avoir un petit peu tout faire nous-mêmes, que ce soit le design, le marketing, la gestion des serveurs, le code. C'est un peu la marque de fabrique de Crisp. Ok. Et Crisp a quand même accéléré ultra rapidement. Ouais. Et aujourd'hui, vous générez combien de chiffre d'affaires On communique jamais sur le chiffre d'affaires. Même pas une petite Pour une raison, en fait, c'est que on a des concurrents américains qui sont grands, même si on est très bien positionné avec. Mais c'est une sécurité pour nous de ne pas le faire. En fait, le truc, c'est que du fait qu'on n'ait pas levé de fonds, la plupart aujourd'hui des entreprises communiquent sur leur levée de fonds. Mais nous, comme on ne lève pas de fonds, c'est la grande curiosité de savoir combien la boîte génère. Mais aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Ouais. On a tellement bien qu'on n'a absolument pas besoin de lever de fonds, quoi. Ok. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Crisp, du coup ? On est 8. Ouais. Et on est une toute petite team aussi par rapport au nombre de users et de clients qu'on a. Mais ça, encore une fois, c'est voulu. On préfère être une petite équipe de gens qui s'entendent bien, qui sont potes et qui créent de la valeur, plutôt qu'être une armée de 50 personnes non, c'est clair. qui se connaissent à peine, quoi. Moi, je vois plein de startups où c'est comme ça. Ils ont recruté. Tu vois les gens, il n'y a aucune osmose entre les gens. Ils ne s'entendent pas, quoi. C'est clair. Et c'est quoi les prochaines étapes pour Crisp, du coup ? Alors, en fait, aujourd'hui, on travaille sur une V3 de Crisp. En gros, c'est une grosse refonte du produit où on a à peu près recodé une grosse partie de Crisp. Donc, ça met du temps, mais ça va sortir bientôt. On a des gros challenges de scaling aussi, que ce soit scaler notre support client, parce qu'on a de plus en plus de gens qui viennent, scaler la gestion des serveurs. Et le gros challenge, là, c'est scaler la boîte, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on va doubler toutes nos métriques au moins d'ici 1 an. Donc, pour le faire, il va y avoir un tas de challenges qui vont se produire. Ok. Notamment un challenge de que ce soit le marketing, le support client, automatiser un tas de choses, augmenter la charge sur la plateforme. Il y a une croissance naturelle qui fait que plus il y a de croissance, plus la boîte a de problèmes indirectement. Aujourd'hui, on se pose des problèmes at scale qui ne se posaient pas il y a 2 ans. Tu as des petits bugs qui se produisent parce que chez 2 millièmes des gens, il se passe ce problème-là. Mais sauf que 2 millièmes des gens, ça représente aujourd'hui pas mal de gens, quoi. Donc, il faut fixer ça. Ça prend du temps. Ok. Et toi, en tant qu'entrepreneur, justement, c'est quoi Est-ce que tu vas avoir envie de monter d'autres trucs ? Est-ce que tu montes toujours d'autres trucs actuellement ? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est quoi l'étape suivante ? T'as un profil de maker, tu vois, t'as créé pas mal de projets. Ouais. En fait, le truc, c'est que on se rend compte quand tu fais une boîte, c'est que être sur une boîte à 100%, c'est vraiment à 100%. Et ça met un temps incroyable, quoi. Le temps, et aussi, même quand tu es sous la douche, tu penses à ta boîte, tu vois. Donc, le problème, c'est que si tu as 2 projets, ton focus est partagé entre ces projets. Donc, ouais, peut-être qu'un jour, on fera une autre boîte, mais là, pour l'instant, on est 100% sur Crisp et ça nous prend beaucoup de temps. Et aujourd'hui, Crisp a un potentiel de x10, x50, tu vois. Donc, il y a vraiment encore le temps de voir. Hein. Ok. Et concernant, est-ce que en termes de mentoring, est-ce que vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné, parce que ouais. Je parlais. En fait, j'ai l'impression que tout a été super simple, en fait. Enfin, je sais pas ton point de vue, tu vois. On m'a été un petit peu aidé après par David Dodjar, où en gros,
ponctuellement, il nous a donné des petits conseils, mais je suis d'accord avec toi, globalement, la marche à suivre a été assez simple, c'est juste qu'on a travaillé comme des fous, quoi. C'est-à-dire que ça a été du 60 heures au moins par semaine pendant 2 ans. C'est-à-dire que même les week-ends, pas de vacances, tout le temps, quoi. Donc, ouais, on a travaillé très dur pour ça. La marche à suivre, le plan, il fallait juste dérouler le plan, travailler très C'était dur. dans l'exécution. Ouais, et puis du fait qu'on avait commencé avec Valérian d'autres projets avant, Valérian, j'en ai pas trop parlé là, mais avant Crisp, il faisait aussi une solution qui était gratuite, qui s'appelait Ouais. Japix, qui était un système de messagerie open source. Ok. Donc du fait que tous les deux, on avait fait des systèmes de chat avant, on savait toutes les embûches techniques qu'était ce qu'était faire un chat. Après, il a fallu qu'on apprenne un tas de choses sur l'aspect business, où on était des quiches sur ça au début. Pour te dire, des quiches, moi je me souviens, mon premier rendez-vous chez The Family, on me dit, ouais, bah, en gros, tu fais un SaaS, quoi. En fait, je ne sais même pas ce que c'était qu'un SaaS. Peu importe, j'ai envie de te dire, de ne pas savoir. Et en fait, c'est une vraie chance, je pense, quand tu es un jeune entrepreneur, de ne pas savoir ce que tu fais. Parce que si tu savais toutes les embûches qui vont t'arriver sur le chemin, parfois, tu ne le ferais pas forcément. Alors que quand tu ne sais pas, tu es un peu bisounours, tu avances et tu as de la chance, quoi. Nous, c'est ce qui s'est produit. On a eu notre chemin a été beaucoup de travail. parsemé et, d'embûches, ouais. mais en fait, avec beaucoup de chance, on a réussi à tout éviter. Et beaucoup de travail, surtout. Hein. Oui, bah oui, évidemment. Et justement, concernant ces embûches, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Bah, il s'est passé un tas de choses. Par exemple, question business, on s'est lamentablement planté sur des décisions où, au début, on a voulu faire du full freemium et en gros, rajouter des petits packs de fonctionnalités au-dessus de Crisp, vendre des features à l'unité. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Les gens ne captaient pas la valeur en achetant des petites choses à l'unité. Mhm. Et en fait, après, on a rebondi, on a commencé à faire des packs de features, des plans, quoi. Vraiment, le truc très classique. Et ça commençait à bien marcher. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 de nos plans qui ne marchaient pas très bien. En fait, on avait un plan à 70 € par mois et un plan à 200 € par mois. Et un plan un petit peu moins cher qui était à 25 € par mois. On s'est rendu compte que le plan à 200 et le plan à 70 se vendaient mal. En fait, la décision, ça a été de fusionner ces 2 plans et en faire un plan Unlimited, qui est un plan qu'on utilise toujours aujourd'hui et qui est un plan qu'on vend à 95 € par mois et qui est open bar. Aujourd'hui, ça se vend très bien. En fait, là, il a juste fallu fusionner 2 plans ensemble. Ok. C'est des petites choses qu'on a découvert petit à petit. Il nous arrivait après des catastrophes aujourd'hui qu'on en rigole, mais à l'époque, on avait un nom de domaine qui était crisp.im. Ok. Donc IM, pour nous, c'était Instant Messaging, mais IM, il faut savoir aussi, c'est île de Man. Donc, hormis le fait que l'île de Man soit un paradis fiscal, l'île de Man, c'est surtout une île britannique. Donc nous, on utilisait .im pour le jeu de mots, mais le problème, c'est que cette île, comme c'est le système britannique, les mecs, ils ont tendance à tout privatiser. Ok. Et donc, ils ont privatisé toute la gestion du TLD.im et ils ont notamment donné un bout de gestion des serveurs pour le .im à des serveurs de l'éducation nationale britannique. Ok. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Et il s'avérait qu'en pleine semaine, un soir, vers 22h, la totalité des noms de domaine en .im étaient crashés, dont le nôtre. Et donc, plus personne pouvait quasiment se connecter à la plateforme. Et en fait, on s'est rendu compte que personne était d'astreinte ce soir-là à la gestion des noms de domaine en .im. Il a fallu qu'on retrouve les gars qui géraient les serveurs sur LinkedIn, appeler les gens, quoi. En panique. En panique. Et on tombait sur des répondeurs. Désolé, je suis en vacances. En cas de problème, vous pouvez appeler la compta à tel numéro. Et on s'est retrouvé à appeler un gars d'astreinte dans un data center qui était la source du problème. Et voilà, on a réussi à les appeler à 23h le soir. Ils étaient super surpris. Et 10 minutes plus tard, ils ont débranché, rebranché la machine.
Mais depuis ce jour-là, on s'est dit, mais on ne peut pas être tranquille à utiliser un nom de domaine qui est crisp.im parce que les gens qui gèrent ce nom de domaine sont des quiches. Et donc aujourd'hui, on est passé sur crisp.chat. Et le nom de domaine .chat est un TLD beaucoup mieux géré, redondé. Et voilà. Mais bon, c'est des petites choses comme ça où tu découvres. Donc depuis tout va bien. Depuis, tout va bien, ouais. On a toujours ça arrive qu'on ait des problèmes, bien évidemment, mais globalement, ouais, ça se passe bien. Ok. Ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer ou en tout cas à quelqu'un qui souhaiterait créer un produit Alors, avant tout, il y a beaucoup de jeunes, ils veulent se lancer aujourd'hui, ils veulent être entrepreneurs. Oui, il faut faire attention. Pour la fame d'être entrepreneur, pour un tas de mauvaises raisons, je pense. Ça peut être l'argent, ça peut être la fame pour faire comme les autres, etc. Je pense que ça, c'est pas des bonnes raisons. Moi, je pense que, comme beaucoup de succès, les gens qui ont du succès aujourd'hui réussissent sans trop savoir pourquoi. Ils font juste ce qu'ils aiment. Et nous, on a commencé comme ça à faire un tas de petits projets qui n'avaient pas une ambition entrepreneuriale. On l'a fait parce que ça nous plaisait. Et c'est un peu un jeu. Et avec le jeu, on apprend un tas de choses. On apprend de ses erreurs. Et surtout, quand tu fais un projet qui n'a pas vraiment de prétention, tu ne prends pas de risque financier. C'est très simple, je pense. Il suffit de faire des choses. Et de faire globalement ce qui vous plaît. Ou alors, si vous ne connaissez pas le sujet en question, le fait que apprendre ce domaine vous plaise. Oui, puis le fait aussi qu'on peut aujourd'hui apprendre n'importe quoi, grâce à Internet. Oui, il faut juste ce qui n'était pas le cas, tu vois, il y a 15 ans. Il ne faut pas choisir un domaine pour les mauvaises raisons. Ouais. Ne pas rentrer dans un domaine parce que on a l'impression qu'il y a du succès. Voir la lumière et ouais, il y a un tas d'entrepreneurs qui ont du succès. Je pense que vous ne pourriez pas faire leur travail parce que faut se lever tous les jours tôt, se coucher tard et travailler à 100% sur un domaine. Donc, si on n'est pas passionné par le domaine, il y a un moment, c'est burn-out assuré. Hein. Est-ce que justement, tu as des entrepreneurs ou des gens, des personnalités qui t'inspirent ou leur parcours t'intéresse? Moi, j'ai commencé quand j'avais 16 ans à me beaucoup intéresser à Xavier Niel. Ouais. Je trouvais ça passionnant, son domaine. Moi, j'étais passionné de réseau aussi. Donc, voir ce gars qui a commencé à partir de rien et créer un empire, c'est passionnant. Et on a eu la chance, en plus, de rencontrer Xavier Niel au mois de décembre. Pendant 2 heures, on a pu lui parler de tout et de rien. C'était très sympa. On s'est un petit peu inspiré aussi du pricing de Free pour Crisp. Parce que Free a lancé du triple pay et surtout Free Mobile avec un abonnement à 20 € par mois qui est full illimité. Et nous, on a été parmi les premiers, voire même les premiers dans le SaaS, à faire des abonnements illimités. Okay. On nous a pris pour des fous au début. mais ça marche très bien. Parce que l'avantage de faire un abonnement illimité, c'est que tu as un seul focus, c'est savoir comment tu peux avoir plus de clients. Mais c'est très simple. Tu sais que si tu as 10 clients qui payent pour un plan à 95 € par mois, tu sais que tu te fais à peu près 1 000 € par mois. C'est très simple. C'est très prévisible. Donc le tarif maximum de Crisp, c'est 95 € par mois. Tu Exactement. peux pas aller plus haut. Non, ça n'existe pas. Okay. Parce que quand tu vois des solutions comme Odia, justement, ou qui sont en fonction de l'audience du site web, le prix peut augmenter. Ouais. Là, c'est vraiment illimité, quoi. Ouais. Ok. Et mais parce que je pense que c'est bien. On est dans une époque où on se rend compte aussi que des solutions concurrentes qui ont un pricing à l'usage, les gens limitent leur usage du produit pour pas payer plus. C'est débile. Ouais. Autant faire un truc qui est open bar. Les entreprises utilisent le système à fond, elles jouent le jeu. Elles en tirent un réel bénéfice. Et puis, nous, derrière, on va certainement recréer des choses au-dessus de Crisp, des nouvelles fonctionnalités. On a déjà des fonctionnalités qui coûtent un petit peu plus cher au-dessus de Crisp, mais qui sont optionnelles et qui n'existaient pas avant. Donc, c'est tout bénéfice pour les entreprises qui l'utilisent. D'un coup, elles peuvent faire quelque chose en plus qu'elles ne pouvaient pas faire avant pour
une petite somme en plus, je pense que c'est bénéfique. C'est quoi la typologie des clients de Crisp? Est-ce qu'il y a une On typologie? a beaucoup de PME sur Crisp ou Ouais. de start-up, mais des entreprises assez saines qui sont bootstrappées ou tu vois, des boîtes assez conventionnelles, quoi. Pas forcément des boîtes qui ont levé des millions. Ok. Ouais, donc c'est hyper varié, quoi. Ouais, qui sont rentables, qui sont saines, quoi. Et vous avez du feedback justement de vos clients vis-à-vis de la solution? Ah bah bien sûr. Déjà, Crisp, nous, on utilise nous-mêmes notre propre solution pour communiquer avec nos clients depuis le début. Donc la solution Crisp, en 3 ans, elle a changé énormément parce que nous, on a grandi en même temps que nos clients. Au début, Crisp, c'était un logiciel très simple, fait pour des entreprises très simples, comme nous. Et petit à petit, nos clients ont commencé à grandir, à avoir des problèmes. Ils nous ont suggéré un tas de fonctionnalités, ils nous ont exposé leurs problèmes. On les a toujours écoutés et c'est pour ça que régulièrement, on fait des grosses nouvelles versions qui contiennent de nouvelles fonctionnalités qui sont là pour résoudre un tas de problèmes. Donc vous continuez à développer le produit en fonction justement des attentes, bien sûr, de nos clients. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de The Family aussi. Oui. Donc Crisp fait partie de The Family. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Disons qu'au début, on n'y connaissait vraiment rien à cet écosystème. Ça nous a permis, je pense, de se poser les bonnes questions et puis connaître des gens aussi. Je pense qu'il y a dans cet écosystème-là beaucoup de gens intelligents et on a pu communiquer avec un tas d'autres entrepreneurs qui partageaient les mêmes problématiques que nous et on a pu s'échanger des conseils notamment. Ok. Et du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour le projet? Pour Crisp Ouais. Bah là, c'est dans la prochaine année. Comme je te disais tout à l'heure, les métriques vont faire x2. Donc, il va falloir supporter toute cette croissance et puis sortir la V3 de Crisp, qui est là, qui est en passe d'être terminée. Mais une fois que la V3 va être sortie, il va y avoir une croissance forcément qui va suivre. Donc, des nouveaux problèmes qui vont se poser. On va lancer bientôt une chaîne YouTube, un programme qui s'appelle Crisp Unleash. Crisp Unleash, c'est un programme d'éducation pour nos startups, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, Crisp a un tas de fonctionnalités et les entreprises utilisent Crisp à 10% ou 20%. Donc, nous, on va faire un programme d'éducation sur YouTube pour expliquer aux entreprises comment mieux communiquer avec leurs clients et qu'elles puissent exploiter le meilleur potentiel pour leur marketing et pour leur support. Optimiser la conversion. Ouais, exactement. Donner un tas de conseils métiers présenter d'autres sur le logiciel de Crisp. Potentiellement. Oui, potentiellement. Faire des interviews avec des gens qu'on aime bien, des entrepreneurs, des gens qui sont inspirants, pour pouvoir exploiter le maximum et pouvoir que tout le monde, tirer tout le monde vers le haut. Ok. D'ailleurs, en termes d'outils web, qu'est-ce que tu conseilles si demain quelqu'un veut lancer un site web en termes d'optimisation, etc. Hotjar, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Je pense que ça permet de comprendre vraiment comment les gens utilisent votre site web et vous serez très surpris de voir comment les gens ils arrivent sur votre site et ils scrollent et ils dégagent. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Donc, ça permet de reconstruire un site internet et de redisposer les éléments d'une manière que ce soit limpide et logique pour les gens qui arrivent sur votre site. Évidemment, installer Crisp. Ça, c'est ne pas avoir de chat sur un site internet aujourd'hui, c'est une grosse erreur parce que les gens aiment communiquer et on se rend compte que quand on ajoute un chat sur un site internet, les gens posent un tas de questions parce qu'il y a un tas de choses qui n'étaient pas claires sur votre site. Et donc, d'un coup, on peut avoir une communication avec ses visiteurs et c'est un potentiel de vente énorme en plus. Parce que quand on a quelqu'un en direct sur Crisp, il y a 40 à 50% de chances de lui vendre et de le convertir derrière. C'est énorme. Parce que c'est vrai que l'utilisateur qui va quitter un site web assez rapidement parce qu'il n'aura pas trouvé réponse à ses questions, c'est énorme. Et justement, quand il y a juste un formulaire de contact, nous, on a des entreprises, ça augmente de 20% leur chiffre d'affaires comme ça. Okay. C'est énorme. C'est énorme. Ok.
Et donc, pour toi, la définition d'un serial entrepreneur, c'est quoi? C'est comme les serial killers, Ouais. mais pour l'entrepreneuriat. Ouais. Alors, en fait, ce que je dis est pas con. Et en fait, je pense que les serial killers, ils ont quelque chose d'obsessionnel. Et je pense que c'est pareil pour les serial entrepreneurs. Ils ont un truc obsessionnel dans l'entrepreneuriat de créer des trucs. Toi, tu te considères comme un serial entrepreneur? Je me suis jamais posé la question. Oui, évidemment. Peut-être, ouais. J'aime bien créer des choses. Comme un entrepreneur, ça c'est sûr. Comme un serial entrepreneur, l'avenir le dira. Ok. Et est-ce que tu as des entrepreneurs justement à me conseiller pour des prochains podcasts? Ah ouais, à Nantes, il y a Quentin Adam Ok. de Clever Cloud, Mhm. où on a une entreprise où mutuellement, je pense, on est assez potes, on se voit souvent. C'est une des rares boîtes à Nantes qui marche bien, où ils ont un bon esprit, où en fait, c'est une plateforme pour automatiser l'hébergement de sites web et de serveurs. Et voilà, ils ont un très bon mindset et c'est quelqu'un qui est très intéressant à écouter. Donc, je pense qu'il faudra que tu l'interviewes. Ouais. Ok, très bien.